Donc l'existence, je glisse sur l'unicité parce qu'on est très proche du parabolique. Donc ça, c'est estimation a priori, c'est fait. Comment faire l'existence? Alors, l'existence, c'est simplement juste d'observer que si je fais une régularisation à l'intérieur des AIJ, l'argument que je viens de faire sur les estimations a priori, il est exactement le même. Ça ne change absolument rien. Donc, ρ epsilon étant, comme toujours, un noyau régularisant. Et je le prends positif si jamais on est intéressé par la positivité. C'est bien de conserver la positivité. Donc, a priori, la première question que l'on peut se poser, c'est pourquoi ce genre de système est bien posé. Alors là, en revanche, c'est standard. Hein. Donc, là, c'est complètement standard. On a des coefficients absolument réguliers, quoi qu'on fasse. Là, on peut vraiment se servir de techniques de style Cauchy-Lipschitz beaucoup plus standard. Le problème est régularisé, donc je n'en dis pas plus. Alors, la raison pour laquelle je vous montre l'existence comme ceci, c'est que, d'une certaine manière, d'après ce que je comprends bien, d'après ce que je comprends mal, si vous pensez aux interprétations en termes particuliers de ces équations, des systèmes stochastiques de particules, et vous avez a priori des comportements qui sont des comportements, si vous pensez à un niveau même discrétisé, qui sont des comportements de saut, et que donc, lorsque vous parlez de limites continues, bien, vous pouvez envisager différents types d'échelles dans lesquelles les non-linéarités peuvent très bien se révéler des non-linéarités non locales. C'est-à-dire que la dépendance dans la diffusion d'une des espèces dépend de manière non locale, moyennée, de la densité de l'autre espèce. Bon. Et que d'une certaine manière, avoir une diffusion pure dans laquelle les AIJ ne dépendent que de U est encore une limite supplémentaire. Bon, je vous parle sous le contrôle de l'experte, elle est là. Hein. Et donc, il est assez naturel de se dire qu'avant même de regarder des équations diffusives, complètement diffusives et ponctuelles, vous avez un étage intermédiaire d'équations dans lequel les non-linéarités sont non locales. Alors, de ce point de vue-là, ce n'est pas complètement déraisonnable de regarder cette régularisation. À ceci près, et là, il y a une vraie difficulté, à ceci près que cette régularisation est en général pas compatible avec la positivité. Donc, si vous vous intéressez à la positivité, il faut faire tout un tas de bazar avant de faire ça. Donc, ça ne veut pas dire que je ne serai pas approché dans le cas où on préserve la positivité, mais il faut faire des choses un peu plus sophistiquées. Alors, approcher en préservant la positivité, je n'en dis rien, mais en tout cas, je vous explique pourquoi ça ne marche pas. Et reprenons à nouveau l'exemple. L'exemple, c'est du1 sur dt moins divergence de d1 plus u2 gradient u1, et donc ce qui est avant le gradient, on le régularise. Donc c'est le u2 étoile ρ epsilon, on le met là. Gradient u1. Ça, c'est très bien, c'est une divergence d'un machin fois gradient u1, c'est bon pour le principe du maximum. L'autre terme, quand on a l'équation continue, on a ici U1, gradient U2. Et donc, si on regarde ceci comme une équation U1, c'est pas grave, parce que c'est un terme de transport. Ça préserve la positivité. La régularisation dont je parle, c'est de dire que le U1, je le régularise.
Et là, ce n'est plus un terme de transport. C'est une sorte de régularisation centrée d'un terme de transport, et ça pourrait même être dangereux du point de vue de la stabilité. Hein? D'accord? Donc, globalement, ce dont je vais vous parler, ce sont des résultats locaux en temps. Donc, attention, cette régularisation qui détériore la positivité n'est pas forcément en plus à recommander pour des résultats éventuellement globaux si on y arrive un jour. Mais en tout cas, elle est simple à écrire, elle est simple à construire de manière générale et elle va prouver l'existence. Donc voilà, hein, la positivité. Il n'y a plus aucune raison, je ne sais pas démontrer qu'on perd la positivité avec un système comme ça, mais il n'y a plus de raison qu'elle soit conservée. En tout cas, ceci est un système qui est beaucoup plus facile d'étudier, donc je saute quelques étapes. Il y a existence de solutions comme ceci, mais fondamentalement, vous voyez que ce que j'ai fait précédemment, les estimations sont uniformes. Estimation uniforme dans C2,1 alpha sur un certain intervalle 0, T0, où T0 est petit. Puis même chose après. Et puis après, on passe à la limite quand epsilon tend vers 0. Et pourquoi? Parce que la technique de démonstration, vous voyez qu'elle est toujours la même. Hein, ce que je fais précédemment, c'est uniforme en epsilon. Si le U il est dans C1 alpha, eh bien, le U étoile rho epsilon, il est uniformément dans C1 alpha. Donc, il n'y a rien à faire. Donc, dans un instant, je reviendrai sur ces histoires de régularisation, puisque si je complète maintenant ma remarque sur la régularisation, ce qui est beaucoup plus naturel du point de vue de l'interprétation biologique / probabiliste de ce genre d'équation, ce n'est pas du tout de mettre la régularisation à ce niveau-là. Alors, sur ces histoires de régularisation, il y a pas mal de choses dans la littérature, parce qu'effectivement, tout le monde conçoit que c'est un système limite idéalisé, et que l'on peut considérer que lorsqu'on travaille avec du1 sur dt, moins, je reviens à mon exemple favori, d1 u1 plus u1 u2. Donc là, c'est typiquement ce u2-là qu'on voudrait régulariser. C'est une équation en u1. Et ce que je vous disais, c'est que la diffusion sur la première espèce dépend de manière non locale de la densité de la deuxième espèce. C'est exactement ça. C'est de dire que u1, la diffusion de u1, ça dépend de u2. Et ça dépend de manière non locale. Bah, typiquement non locale, c'est un produit de convolution. Ça pourrait être une intégrale un peu plus compliquée qu'un produit de convolution, mais ça a des bonnes chances de régulariser. Il y a d'autres modèles dans lesquels la régularisation qui est faite ici, donc c'est typiquement là qu'on voudrait remplacer par un UE2 epsilon, régularisation simplement avec convolution. Il y a d'autres raisons pour dire qu'on a des phénomènes de relaxation. C'est-à-dire que vous avez une équation dépendant du temps, donc ça c'est des questions pour des modèles très voisins. Quand on regardait, il y a tout un tas de co-auteurs, je sais je me rappelle de Benoît Pertam, de Thomas Lepoutre, et puis il y a au moins 2 autres personnes dans cet article, et on comprend et on explique bien comment on peut avoir un phénomène de relaxation, c'est-à-dire d'avoir quelque chose qui un phénomène retard avec de la diffusion, c'est-à-dire avec de la régularisation. Là aussi, ça sera une régularisation, non pas uniquement en espace, mais en espace-temps, avec un phénomène retard. Mais c'est toujours une régularisation. Donc voilà les questions, que ce soit pour des raisons de modélisation ou pour des raisons de limite de systèmes particuliers, qui évidemment sont eux-mêmes une modélisation à un niveau discret du comportement ou semi-discret du comportement, par exemple, d'espèces. Eh bien, ceci, c'est le type de régularisation qu'on aimerait faire. C'est différent du type de régularisation dont je parle. Donc ça, je garde ça en tête, étant entendu, et que donc,
dans l'équation en U2, c'est celui-là qu'on aimerait remplacer par un U2, un U1 epsilon. Alors, si vous le faites, je devrais bien expliquer quelque chose, c'est que si vous le faites, remplacer U2 par U2 et epsilon, par exemple avec une convolution avec un noyau positif ou nul, et U1 par U1 epsilon, vous avez bien simplifié le problème en le sens que vous avez maintenant une solution globale en temps qui existe. Là, il n'y a plus de souci, une solution unique. Ça peut se comprendre, vous avez des bornes L1, hein, ce sont des objets positifs ou nuls, vous avez des bornes L1, et donc si vous avez des bornes L1, vous avez rajouté des coefficients qui sont très réguliers. Et donc vous avez une équation de la chaleur avec des coefficients très réguliers, et donc vous êtes dans une situation dans laquelle vous travaillez, il y a un travail à faire, mais on sent que cela doit marcher. Bien. En revanche, ce n'est pas la résolution du problème approché, c'est la limite quand epsilon tend vers 0. Eh bien, a priori, le théorème qui est là, je ne sais pas le faire marcher pour ça. Tout simplement parce que si maintenant je regarde le système quasi-linéaire associé, puis après je reviendrai donc même en temps petit, si je regarde le système quasi-linéaire, je développe, je vais avoir donc un moins divergence de D1 plus U2 epsilon gradient U1. Et l'autre terme, ça sera un U1 gradient U2 epsilon. Eh bien ça, qu'est-ce que je vais en faire? Alors fonctionnellement, si on était en train de parler de Fourier, essayons quand même de dire, essayons de pousser l'argument que j'ai fait précédemment à une situation comme celle-ci. Donc, grosso modo, ce que j'ai dit, c'est que pour obtenir des estimations sur un bazar comme cela, j'écris le système régularisé de manière, pas pour faire un théorème de DP, mais avec une régularisation qui est, elle, naturelle du point de vue de la modélisation. Donc, U2 gradient U1 epsilon. Donc, voilà le problème dont je parle. Comment je me dépatouille de ça? Je me dépatouille de ça en regardant quoi? En disant, bon, localement, c'est comme si je gelais en un point. Hein, je pensais à l'argument que je vous indiquais tout à l'heure de geler les coefficients en un point. Et donc, c'est comme si je regardais une matrice dans laquelle, au lieu d'avoir D1 plus UD epsilon, je regarde en x0, et j'ai donc un D1 plus quelque chose qui est de l'ordre de U2 epsilon de x0. Qu'est-ce qu'elle est? Ici, je vais avoir un U1, ça c'est un coefficient. Les divergences gradients, c'est du xi2 en Fourier. Et la convolution, bien, c'est ρ chapeau. C'est ρ epsilon chapeau de xi. Donc, mon U epsilon. Ouais. Et j'aurai tout ceci multiplié par xi2 en termes d'action en Fourier, mais en ayant gelé les points. Hein. Gelé en un point. Donc maintenant, vous avez une matrice qui dépend de xi. Je suis en fait en train de faire une analyse Fourier d'opérateurs pseudo-différentiels sans le dire. Et donc, je suis en train de regarder le symbole de l'opérateur. Mais bon, les conditions de Petrovski pour les opérateurs pseudo-différentiels, je suis allé voir ce qu'il y avait, et pour ma plus grande surprise, je n'ai pas réussi à trouver dans les 4 volumes de Hormander. Et puis après, j'ai regardé le titre de Hormander, et Hormander étant un esprit d'une précision absolument effrayante, effroyable.
indicible. Donc, parle d'équation. Et si Hormander avait voulu traiter les systèmes, il aurait mis les systèmes dans le titre. Donc, ce n'était pas la peine que je m'emmerde à chercher dans les 4 tomes. Il suffisait de lire le titre et de se rappeler que quand on parle d'équation, on ne parle pas de système. Donc, on ne devrait pas parler de système. Et donc, écoutez, je ne suis pas très sûr de ce qui existe dans la littérature qui pourrait s'appliquer ici. En tout cas, là, je vous le refais à la main. Donc, c'est peut-être des cas classiques dans la littérature, hein, c'est ça que je veux dire. Malheureusement, ce n'est pas que je ne sais pas le faire, c'est que j'ignore ce qu'est l'état de la littérature. Quand je dis malheureusement, c'est que je préférais ne pas savoir le faire et garder de l'espoir. Donc là, U2, rho epsilon, même chose, et puis D2. Bon. Alors, on refait le même jeu que tout à l'heure. Alors, je regarde la trace. La trace, ça va. On pourrait se dire, ouais, mais ça suffit. Ouais, enfin, je préfère quand même regarder un peu le déterminant pour être sûr de mon coup. Donc, du fait que la trace aille et que pour des, comme je vous l'ai déjà expliqué, mais il faut quand même regarder le déterminant, auquel les 2 valeurs propres, c'est réel. Or, quand epsilon vaut 0, les 2 valeurs propres sont réelles. Donc, très probablement pour epsilon petit, les valeurs propres sont réelles. Bon. Donc, on regarde le déterminant. Déterminant, vous avez D1, D2, on a gardé la positivité, D1 U epsilon plus D2 U2 epsilon. Donc, j'ai un peu de rab, et j'ai plus U1 plus U1 epsilon U2 epsilon moins U1 U2 rho epsilon chapeau. Quand j'ai mis de x, c'est de xi, hein, pardonnez-moi. Rho epsilon de chapeau de xi, on va dire en modulo carré. Parce que tout ça est réel, il y a des barres qui flottent, etc. Disons, je vais prendre rho pair, comme ça, rho epsilon chapeau est réel, et on n'en parle plus. Alors, 2 remarques. C'est que d'abord, vous avez un peu de marge parce qu'il y a tout ce bazar-là, et notamment le D1, D2. Donc, vous allez pouvoir garder de la bonne positivité et assurer que le spectre est là où il faut, ce qui vous donc donne une chance d'avoir encore des opérateurs qui se comportent comme l'équation de la chaleur, uniformément en epsilon. Donc, il y a une petite chance. Mais si D1 et D2 sont tout petits, vous voyez qu'il y a quand même, il faut se faire du souci sur cette quantité-là. Parce que je suis en un point x0 et U1 epsilon, il n'est pas forcément proche de sa moyenne. Alors quand epsilon tend vers 0, ça le devient. Mais bon, c'est le serpent qui se mange la queue. Hein. En revanche, ce que l'on peut tout de suite dire, c'est qu'il y aura des conditions de taille. U1, U2 pas trop grand, ça devrait aller, par rapport à D1, D2. Donc ça, c'est un type de résultat qui vont dire que si U1 et U2, si on a les régimes où les normes à l'infini ne sont pas grandes, mesurées par rapport à D1, D2, à ce moment-là, on peut avoir un fonctionnement uniforme des équations et avoir, sur un intervalle de temps maximal, la convergence. Donc, OK avec condition de taille, c'est-à-dire U1, U2, L infini, petit devant D1, D2, le petit étant relativement explicite, hein, c'est du style 1,5, 1 tiers, ouais, des choses comme ça. Hein. Bon. Également OK si on raisonne autour d'un état constant.
Parce que là, le U1 epsilon, il est proche, et je vais le faire avec U1, U2 constant. Mais s'il est proche d'un état constant, bien le U1 epsilon, il va être proche de U1, U2, donc je suis proche, et j'ai le D1, D2 qui permet de compenser sur les petites erreurs. Donc le proche, je l'oublie, et je pense constant. Le proche, on l'absorbe par D1, D2. Bah, c'est le proche de 0 ici, en certaine manière. Donc, je répète, le proche d'une constante, le proche, je m'en débarrasse grâce à D1, D2. Et bah, si je suis dans un état constant, tout ça, c'est positif ou nul, et même strictement positif grâce au D1, D2. Et là, bah, c'est U1, U2, c'est le même. Et donc, ici, vous avez U1, U2, 1 moins ρ epsilon chapeau de xi au carré. Et ça, pourquoi ça a le bon signe? C'est parce que ρ est positif, ρ et donc ρ epsilon est positif ou nul. Hein, je vous rappelle que ρ epsilon est positif ou nul, et que donc, c'est une fonction ρ chapeau, c'est la transformée de Fourier d'une fonction positive, et donc elle est toujours plus petite que sa valeur en 0, qui est 1, puisque la masse totale de ρ epsilon est 1. Donc ça passe juste, d'ailleurs en xi égale à 0, ça s'annule, hein, mais ça passe juste, et vous avez effectivement, sous ce genre de conditions, un opérateur, c'est un opérateur pseudo-différentiel, mais qui a fondamentalement, globalement, les mêmes propriétés que l'opérateur précédent. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez faire passer des machineries du style, encore un peu plus compliqué, des machineries du théorème précédent. Et vous pouvez démontrer que si les conditions initiales d'un norme à l'infini sont, avec des conditions assez explicites en fonction de ceci, plus petites que D1, D2, suffisamment petites par rapport à D1 et D2, ou que si vous êtes suffisamment proche d'un état constant, à ce moment-là, vous avez des solutions pour le problème régularisé qui sont proches sur un intervalle de temps, qui s'approche de l'intervalle de temps maximal de la solution précédente. Ouf! Dans le cas où vous êtes proche d'un état constant, en fait, c'est uniformément en temps. Et c'est la seule chose que je sache faire pour cette régularisation qui est naturelle du point de vue modélisation. Bien entendu, si l'on veut aller plus loin, il faudra déjà comprendre mieux le théorème, le système limite. Donc ça, c'est ce qui va me rester. Néanmoins, je n'ai pas expliqué l'aspect proche d'une constante. Proche d'une constante, c'est relativement simple. C'est à nouveau des choses assez standards. C'est de dire que vous avez deux mécanismes. Un mécanisme qui est le théorème précédent, c'est qu'il est très clair que ce temps maximal d'existence, il tend vers l'infini lorsqu'on tend vers un état constant, puisqu'un état constant est un état stationnaire. Bon, ça se démontre, c'est pas compliqué. Ensuite, si vous êtes proche d'un état stationnaire, on va linéariser en un état stationnaire. D'accord? Donc ce U0 bar. Linéarisons. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je regarde VI qui est semblable à l'écart, ou VI qui est UI moins UI0, U bar I0, donc état constant, bien je vais avoir quelque chose qui, au premier ordre, se comporte comme dVi sur dt moins AKL IJ de U0 bar dL VJ. Vous pourriez me dire, mais quid de l'autre terme, hein, du terme qui consiste à dire je gèle au premier ordre. Normalement, j'ai le terme du premier ordre qui vient de IJKL multiplié par le DL de la solution d'ordre 0. Mais la solution d'ordre 0, elle est constante. Donc ce terme-là, il n'y est pas. La dérivée d'une constante, ça vaut 0. Donc l'équation linéarisée en l'état constant U0 bar, il n'y a que ça. C'est la même équation dans laquelle j'ai gelé les coefficients en la constante. Bon, ben ça, on sait tout sur elle. Cette équation linéarisée, ça se comporte comme l'équation de la chaleur. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas constant est tué exponentiellement vite. Et les constantes sont propagées. On est en périodique, là. Donc,
Ça veut dire quoi? C'est que vous avez un phénomène de retour vers une constante qui est extrêmement rapide, qui est exponentielle, et puis un résultat d'existence à 2 Cauchy-Lipschitz, où éventuellement vous avez une solution comme ceci, mais si vous partez suffisamment près de la constante, vous allez avoir quelque chose qui reste longtemps près de la constante, et rentrer à un temps suffisamment long, en partant suffisamment près, vers un régime. Donc, c'est comme si je mettais des enveloppes là. Ça, c'est une première enveloppe, et ça, c'est l'enveloppe temps petit qui devient temps long lorsqu'on est près de l'état constant. Et donc, vous avez cette première enveloppe, cette deuxième enveloppe, elle se coupe, et donc vous avez un régime global, une fenêtre dans laquelle vos solutions vivent pour tout temps. C'est une manière très imagée de faire des démonstrations dans lesquelles vous avez 10 pages d'estimation a priori, etc. Mais l'idée, elle est là. Hein, et à nouveau, ce sont des idées totalement standards pour ces théorèmes qui sont avec des données petites, en un certain sens. Il y a toujours du petit quelque part. Hein, un peu proche d'une constante, c'est un écart petit, un temps petit. Bon, ce sont tous les mécanismes totalement classiques. Hein, là, j'invente rien. Bon, alors, donc ça, je me suis débarrassé du seul théorème que je sache démontrer et fait de nombreux commentaires sur les extensions, sur la régularisation. Il n'en demeure pas moins que dans le temps qu'il me reste, je dois vous dire tout ce que l'on sait et surtout tout ce que l'on ne sait pas sur l'exemple le plus simple que l'on puisse imaginer, que je réécris encore une fois, qui est donc U1T moins Laplacien D1U1 plus U1U2 égale à 0, U de T moins Laplacien D2U2 plus U1U2 égale à 0. De manière plus générale, pensez UIT moins Laplacien UI AI de U avec un AI qui est supérieur à DI, constante strictement positive. Il faut, pour que ce problème soit bien posé, il faut que les UI AI de U, vérifient la condition de Petrovski. Bon. Ça donne des conditions. Je ne me lance pas dans un calcul qui ne présente aucun intérêt. Typiquement, si vous prenez U1, A1 de U2, U2, A2 de U1, c'est-à-dire que vous avez un croisement qui ne dépend que de l'autre, la condition de Petrovski, c'est simplement dire que la diffusion est accélérée. C'est-à-dire que plus U2 est grand, plus la densité augmente, plus il y a de diffusion. Plus la densité de la deuxième espèce augmente, plus la diffusion pour la première espèce augmente. C'est-à-dire une propriété de croissance. Et c'est ça la condition la condition de Petrovski est assurée par cette condition qui est souvent très naturelle. Mais je n'en dis pas plus. Quelles sont les estimations a priori que l'on connaisse là-dessus? Alors d'abord, il y a des estimations a priori qui sont générales à toutes ces équations-là, qu'elles soient bien posées ou pas. Le fait même que toutes les estimations que je vais maintenant écrire soient indépendantes du caractère bien posé montre bien qu'elles ne peuvent suffire à l'existence. Alors donc, évidemment, D sur dt, on garde, il y a la positivité, c'est quand même une estimation a priori. On s'attend à conserver la positivité. La masse totale est préservée, c'est la norme L1. Donc on a un objet positif qui est borné dans L1 pour tout temps. Bon. Et puis il y a une astuce absolument générale qui, dans des systèmes un peu différents, avait été introduite dans un article de Michel Pierre il y a très longtemps pour des systèmes de réaction-diffusion. Benoît et ses collaborateurs
se sont inspirés de la méthode de Michel-Pierre pour obtenir une estimation, et je vais vous présenter, dans ce cas particulier, une vision beaucoup plus simple qui donne d'ailleurs des informations plus précises. Cette manière de travailler, c'est d'introduire phi, les potentiels, qui est moins laplacien moins 1 de ui. C'est totalement élémentaire. Hein. Dφi sur dt, et donc vous en déduisez que dφi sur dt plus ui de ai de u est égal à 0. Bon, j'ai pris le moins laplacien moins 1 de l'équation. Bon, alors je triche un peu, là je jongle entre Rn et l'aspect périodique, et je vais faire comme si moins laplacien moins 1 d'une fonction positive était positif ou nul. Bon, alors si c'est périodique, il faut retrancher les constantes, mais c'est presque pareil. Donc, on va dire le phi est positif ou nul. Dans l'espace tout entier, c'est vrai. Bien. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est la première estimation a priori dont je ne sais absolument pas me servir, c'est que j'intègre ça en temps ponctuellement en espace. J'inverse un laplacien, la positivité se préserve par l'inversion du laplacien. Hein? Non, mais si je suis en périodique, tu as juste les constantes. Donc c'est phi à une constante près. Non, sur Rn, c'est vrai en dimension suffisamment grande, hein, et donc il faut être en dimension supérieure ou égale à 3. Bah oui, c'est vrai, parce qu'on a une densité qui est dans L1. Donc tu fais moins laplacien d'une densité dans L1, c'est moins laplacien moins 1. C'est une fonction qui tend vers 0, elle est positive ou nulle. D'accord? C'est gênant en dimension 1 ou 2. D'accord? Donc la positivité est quand même souvent vraie. Mais bon, même en dimension 1 et dimension 2, il y a des variantes. Vous ne faites pas de soucis là-dessus. Alors donc, première estimation a priori très, très bizarre, c'est de dire que phi de x à l'instant grand t qui est positif ou nul, plus l'intégrale de 0 à grand t de ui à i. Les AI sont, je vous ai dit, hein, les AI sont même strictement positifs, bien, est égal à phi de x et de 0, dont je peux supposer qu'il est majoré. La condition initiale est régulière, je prends son potentiel encore plus régulier. Et donc j'obtiens une estimation dont je ne sais absolument rien faire, mais je vous l'ai dit quand même, qui est de dire que l'intégrale pardonnez-moi, que ui à i appartient à L infini en x à valeur dans L1 en temps. Je ne sais rien en faire, mais elle vous prouve quand même quelque chose, c'est que les états stationnaires sont réguliers. Parce que le L1 en temps, après le L infini de x, il est nul, mais si je suis indépendant du temps, ça veut dire que les solutions, elles sont à l'infini. Et si elles sont à l'infini, maintenant, après, c'est pour des équations stationnaires elliptiques, c'est fini. Donc, les équations stationnaires sont régulières. C'est vraiment le problème de Cauchy qui pose un problème. Pour les équations stationnaires, pas de souci. Donc, au passage, on traîne régularité pour les équations stationnaires. Trois petits points, parce que là, il faudra le travailler, mais ça pas intéressant. L'autre estimation, et c'est celle-là qui se rapproche de l'estimation de Michel-Pierre, c'est de dire, maintenant, je multiplie cette équation par ui. Donc, en fait, c'est quoi? C'est vraiment multiplier l'équation initiale par moins laplacien moins 1 de ui. Donc, si je multiplie par ui, bien, ce que je récupère, c'est d sur dt de la norme h-1 de ui au carré, pensez multiplier par moins laplacien moins 1 de ui, ou prendre moins laplacien moins 1 de l'équation et multiplier par ui, c'est la même chose. Et donc, si vous pensez moins laplacien moins 1 de ui,
vous voyez que c'est un opérateur auto-adjoint. Vous avez un opérateur auto-adjoint fois du sur dt, eh bien, ça fait d sur dt de la forme quadratique associée à cet opérateur auto-adjoint, c'est-à-dire la norme h-1 au carré. Plus l'intégrale de ui carré à i de u. Et ça, c'est une relecture, donc c'est une identité de type énergie. Là encore, il faut faire attention en périodique, il y a des problèmes de moins Laplacien moins 1, il y a les constantes, il faut faire attention aux constantes, mais c'est vraiment pas le problème. Et puis, si on est dans l'espace tout entier, il faut faire un tout petit peu attention à ce qui se passe à l'infini. Mais vous pouvez travailler avec des moments, vous pouvez avoir des moments d'ordre 2. Si vous avez des moments d'ordre 2, les moins Laplaciens se comportent bien mieux. Enfin bon, il y a tous des détails techniques sur lesquels je passe, donc ça vous fait des termes supplémentaires, mais ce genre d'estimation est toujours vrai. Et donc, cette information qui vous dit que, UI racine de AI, vous avez une estimation dans L2 en X étant. Et en particulier, vous en déduisez, comme les AI sont strictement positifs et minorés par DI, en particulier que les UI sont dans L2. Mais vous avez mieux, hein, donc UI dans L2, et ça entraîne UI dans L2. Quand je dis appartient, ce sont des estimations a priori. C'est-à-dire, dans cet espace, vous avez une borne sur la solution. Alors, que dire d'autre? Bien, c'est qu'en général, je ne connais aucune autre estimation, sauf cas très particulier. Alors, ces estimations sont insuffisantes. Pourquoi? Là-dedans, je n'ai rien supposé sur la condition de Petrovski. Je ne peux pas espérer, avec ces estimations a priori, démontrer un résultat d'existence alors que j'aurai a priori des systèmes mal posés dans le lot. Ah, j'ai dit système mal posé, c'est-à-dire que je me suis un peu plus avancé, parce que je me dis, si une condition a lieu, le système est bien posé. Là, je suis allé plus loin, je vous ai dit, mais attendez, il y a dans le lot des systèmes mal posés. Est-ce à dire que l'on sait qu'il y a des systèmes mal posés lorsque la condition est niée? La réponse est oui. Si vous dites que par bien posé, j'ai des résultats avec linéarisation par rapport à la condition initiale, alors la condition, c'est ce que je vous dis, est exacte. Pourquoi? Parce que si je veux dire qu'il existe une X-solution qui dépend de manière régulière de la condition initiale, et donc en particulier on peut linéariser. Linéariser autour d'un état constant, vous avez vu ce que c'est l'équation, c'est dV sur dt, moins di de aij d'un u0 bar djv. C'est ça la linéarisation. Et cette équation-là, on la voit par Fourier. Et s'il y a un élément du spectre qui est à partie réelle strictement négative, vous avez une croissance en E puissance xi2 dans cette direction du spectre, et c'est donc le problème mal posé. C'est dans cette composante en V, grosso modo, c'est comme si vous aviez une équation de la chaleur rétrograde. C'est mal posé. Donc, si vous avez des éléments du spectre qui passent dans les parties réelles strictement négatives, c'est mal posé. S'ils sont strictement positifs, c'est bien posé, donc vous avez le seul cas égal à 0, mais ça, bon. La vie est courte. Donc, si je reviens en arrière, les systèmes peuvent être mal posés si la condition de Petrovski a lieu. Faites-moi confiance sur parole, mais ça ne suffit pas, juste ça ne suffit pas à assurer quelque chose sur le spectre. Donc, vous ne pouvez pas espérer avoir un résultat d'existence. Bien. Alors, même si vous rajoutez la condition de Petrovski, je ne sais pas du tout voir le rapport entre cette condition et un résultat d'existence de solutions faibles, puisqu'il s'agirait automatiquement des solutions faibles. La difficulté là-dedans, c'est que vous n'avez aucune estimation dans ces petites estimations qui vous donne de la compacité en espace. Vous n'avez pas de borne d'information sur le gradient. Et vous avez en même temps des fonctions non linéaires de U.
et je ne vois pas de compensation de propriétés miraculeuses qui permettrait de compenser pour ce manque de compacité. Donc, donc vous ne savez rien de plus. Alors, on peut regarder maintenant le cas très particulier qui est là, dans l'exemple. Et dans l'exemple, un certain nombre d'auteurs dont j'ai oublié le nom, comme d'ailleurs le nom des auteurs qu'on a rappelés la semaine dernière qui ont introduit ce modèle-là dans le Journal of Theoretical Biology, je me souviens juste de l'article, Shigezawa, Kawasaki, et puis un moment qu'un. Hein? C'était pas Shigezawa d'ailleurs. Bon, Shigezada. Bon. Et donc Kuramoto? Non, si? Et Teramoto et Kawasaki. Donc là, il y a 3 auteurs chinois qui ont démontré, qui ont obtenu une estimation. Hein? Sheng, Chang et Yang, c'est ça, non? Non, je ne sais plus du tout. Bon, peu importe. Cette estimation, dans ce cas très particulier, consiste à obtenir une inégalité d'entropie. Ce que m'a dit Laurent Desvillettes, c'est qu'en collaboration avec Thomas Lepoutre et il y a peut-être un troisième co-auteur. Non, non, il n'est pas là. Bah, tant pis pour lui. Donc, ils ont pu généraliser un tout petit peu ceci à d'autres non-linéarités. Ça reste des modèles très particuliers. Cette inégalité d'entropie est tout à fait spectaculaire puisqu'elle vous dit la chose suivante. C'est que d sur dt de U1 log U1, ça, on s'y attend. Plus U2 log U2, ça, c'est pareil. Mais, ce qui est en plus, et qui d'ailleurs n'a pas de convexité en U1, U2, c'est plus U1, U2 log de U1, U2. Alors, vous faites un calcul, et ça vous donne plus D1 intégrale de gradient U1 carré sur U1, plus D2 intégrale de gradient U2 carré sur U2, c'est-à-dire un gradient de la racine carrée de U1 au carré, un gradient de la racine carrée de U2 au carré, plus une certaine constante, et je ne sais plus ce qu'elle est, c'est 1, 1,5, 2, je ne sais pas, plus une constante C0, fois le gradient de U1, U2 au carré, U1, U2. Donc ça, c'est assez intéressant parce que c'est une identité d'entropie sur fondamentalement l'entropie de U1, l'entropie de U2 et l'entropie de U1, U2 qui n'est pas une densité. Bon. Donc, petit miracle, on fait le calcul, je ne vais pas le faire, hein, c'est un calcul qui ne présente aucune difficulté. Mais là, vous voyez que vous êtes tout à coup beaucoup mieux barré pour comprendre ce système, c'est-à-dire dans le sens où vous avez maintenant une estimation avec du gradient. Si vous avez une estimation avec du gradient, vous avez la compacité locale. Si vous avez la compacité locale, vous pouvez espérer démontrer ce qu'il démontre, à savoir l'existence globale d'une solution faible. Bon. Il faut faire le calcul, c'est pas évident. Hein, ça s'arrange vraiment, ça marche pile, quoi. Moi, je peux faire que le calcul bêtement, je n'ai pas réfléchi s'il n'y a pas une manière transparente de voir cette identité. Ça ne semble pas être le cas. Et il y a un peu de marge, comme l'ont démontré Laurent et ses collaborateurs. Mais pas beaucoup. C'est-à-dire que ce sont des cas très particuliers. Ça permet également de... Bon, bref. Donc, vous avez cette inégalité d'entropie. Vous en déduisez un peu de compacité. Vous en déduisez à ce moment-là que l'on peut passer à la limite, bon, par exemple, en régularisant bien, et construire des solutions faibles. Alors, quand je dis régularisant bien, il faut faire attention, parce que pour garder l'inégalité d'entropie, c'est un peu compliqué. Mais bien régulariser, ça peut être filtré en temps. Ça veut dire faire une discrétisation
en temps uniquement. C'est des problèmes stationnaires. Les problèmes stationnaires ont des solutions régulières. Le tour est joué. Bon. Bien. Est-ce qu'il y a des solutions globales pour ce système régulière? Est-ce que la régularité peut être perdue en temps fini? Je ne sais pas. Une chose que j'ai oublié de dire, c'est qu'effectivement, le théorème d'existence que j'ai fait par cette méthode très très abstraite peut être obtenu de manière beaucoup plus manuelle lorsque vous savez que vous n'avez que des valeurs propres réelles, parce que grosso modo, il s'agit de se ramener à un système quasi-linéaire en faisant des changements de variables le long des vecteurs propres. Donc, je glisse là-dessus, mais vous avez la possibilité en réel, d'ailleurs en complexe aussi, mais bon, en réel de vous servir des vecteurs propres s'ils existent et qu'ils sont réguliers, pour transformer ce système en système diagonal ou triangulaire supérieur, quasi-linéaire, et donc là vous avez les arguments standards pour démontrer les théorèmes d'existence comme celui que je vous ai démontré. Mais tout ceci, tout ce que je vous ai démontré, c'est avec des conditions de petitesse proches, avec un écart petit de l'équilibre, ou un temps qui est petit en fonction de la condition initiale. Globalement, si vous prenez cet exemple, et je l'ai déjà dit au moins 4 fois, et je le dis en conclusion de ce cours-là, globalement, que se passe-t-il globalement sur ce système? Existe-t-il des solutions globales régulières, oui ou non? C'est une question que je trouve absolument fascinante de par la simplicité de ce système. Le seul cas particulier où je sache ce qui se passe, c'est dans le cas où D1 égale D2. Alors la réponse est oui, parce que si vous prenez D1 égale D2, bien que vous soustrayez, donc si vous appelez V égale U1 moins U2, eh bien vous en déduisez royalement que dV sur dt moins D, qui est égal à D1 aux D2, moins D Laplacien V est égal à 0. C'est-à-dire V1 moins U1 moins U2 vérifie l'équation de la chaleur. Et donc, vous vous débarrassez de l'une des inconnues. C'est comme si vous aviez U1 égale U2, enfin U1 égale U2 plus truc régulier. Et donc, vous êtes dans une équation maintenant quasi-linéaire scalaire, et ça marche. Bon, c'est pas très intéressant comme cas, hein, et ça marche pile que pour D1, D2. En revanche, si vous faites la régularisation dont je vous parlais et que vous gardez D1 égale D2, eh ben, je ne sais même pas dans ce cas-là si ça converge. Hein, parce que même si vous prenez ici D égale D1 égale D2, bah, lorsque vous faites la différence, ça ne marche pas du tout. Hein, les deux termes, ça ne s'élimine pas. Qu'est-ce qui se passe? On sent bien que ça devrait... il devrait y avoir des solutions pas loin, c'est peut-être démontrable. Enfin, il y a plein de choses qui sont à faire sur ces systèmes-là, hein, beaucoup de questions, et c'est pour ça que j'ai démarré de la base en vous disant, voilà, quand est-ce que c'est bien posé, et maintenant, quelles sont les différentes directions que l'on peut considérer, mais je recommande vraiment de se concentrer sur un exemple canonique comme celui-ci, parce qu'on ne fera jamais rien de général tant qu'on n'aura pas compris ce qui se passe dans ce cas-là. Sur ce, merci beaucoup de m'avoir accompagné. Séminaire dans quelques instants.